ingérable. On va se retrouver avec des conseils européens qui vont durer des heures et des heures sans que chaque pays puisse véritablement s'exprimer. On va trouver également des pays qui vont vouloir s'opposer à telle ou telle directive, parce que vous le savez, en Europe, on est encore dans la culture du consensus, donc il va falloir faire des efforts pour accepter un certain transfert de souveraineté, des efforts aussi pour accepter que sur des points importants, on accepte un vote à la majorité et non plus systématiquement à l'unanimité. Donc c'est un gros effort, c'est un gros enjeu qui fait que l'Europe telle qu'elle existait au niveau des pères fondateurs ne sera plus l'Europe de demain avec 27 membres. Alors François, quelle est la tendance ce soir sur la réussite de ce succès? Parce qu'il y a eu les dernières déclarations, elles sont à la fois pessimistes et optimistes. Alors, un échec est toujours possible, mais il faut bien comprendre qu'un échec risque de coûter très cher. Il risque de coûter très cher parce qu'il risque de remettre en cause, par exemple, la crédibilité de l'euro. À un moment où la monnaie unique européenne était en train de reprendre un peu de vigueur, eh bien, elle pourrait retomber une nouvelle fois et connaître une véritable crise. Et puis on ne sait pas très bien comment on pourrait récupérer la chose si vraiment il y avait un échec total à Nice. Alors ce qui semble le plus évident, ce qui semble se dessiner ce soir, demain, c'est un accord à minima, c'est-à-dire que par exemple on va accepter que des petits pays puissent conserver encore un certain temps leur commissaire européen à Bruxelles. On va accepter un système de pondération des voix qui tiendra un peu plus compte du poids réel démographique de chaque État membre. Mais on n'ira peut-être pas aussi loin que la présidence française le souhaitait, c'est-à-dire un traité ambitieux qui réforme de fond en comble l'Union européenne. Pour cela, il faudra attendre de nouveau d'autres conférences intergouvernementales, d'autres négociations dans les années à venir. François Poulet-Matisse, merci, en direct donc ce soir de Nice. José Bové avait choisi, lui, aujourd'hui une autre rencontre internationale. Une conférence agricole était organisée à Paris par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a eu quelques incidents lorsque José Bové a voulu passer les barrières et entrer donc dans le bâtiment. Le leader de la Confédération paysanne voulait surtout dénoncer le secret qui, selon lui, entoure ce genre de réunion. Et c'est le ministre de l'Agriculture lui-même, Jean Glavany, qui est venu s'excuser. Parce que vous valez bien mieux que ça. Non, alors pardonnez-nous, je suis absolument désolé. Bon, alors. Michel Roussin aura passé 5 jours à la prison de la Santé. Ce proche de Jacques Chirac et ancien ministre est loin d'en avoir fini avec la justice. Son nom a encore été cité hier par l'un des protagonistes de cette affaire. Commentaire de Xavier Agla. Une bousculade monumentale, à la mesure des secousses qu'ont provoqué son incarcération. En milieu de journée, Michel Roussin sort de la prison de la Santé. Je vous dirais, il y a un peu de pudeur parce qu'il y a 1200 personnes ici. Une phrase pour évoquer l'univers de la prison parisienne, puis il s'engouffre dans sa voiture, il n'en dira pas plus. Après 5 nuits en prison, l'ancien ministre d'Édouard Balladur reste mis en examen, mais retrouve la liberté. Une liberté obtenue en fait dès hier, quand le parquet de Paris, dirigé par Alexandre Ben Maklouf, ancien conseiller de Jacques Chirac, se démarque et des juges et du procureur et fait savoir qu'il ne s'oppose pas à la sortie de Michel Roussin. Mais une sortie qu'il faut payer, 300 000 francs de caution. Hier, son avocat n'a pas le temps de la déposer au tribunal. Ce matin, c'est chose faite. Je vais la payer. Michel Roussin reste mis en examen pour recel et complicité de corruption. Après Louise-Yvonne Casetta et Jean-Pierre Thomas, entre autres, 2 anciens trésoriers du RPR et de l'UDF, un autre homme place Michel Roussin au centre du système des marchés truqués des lycées d'Île-de-France. Gilbert Sananès était chargé de répartir les travaux entre les différentes entreprises. Hier, devant les juges, il aurait confirmé le rôle actif joué par Michel Roussin. Il aurait notamment raconté une discussion en présence de celui-ci et de Jean-Claude Méry, dont l'objet était le partage des marchés entre les différentes entreprises. Gilbert Sananès était emprisonné depuis le 23 novembre dernier. Après sa déposition, son avocat a obtenu sa remise en liberté contre le paiement d'une caution de 2 millions de francs. Climat de plus en plus tendu entre les avocats et le garde des Sceaux. Une journée de grève générale avait été organisée aujourd'hui dans toute la France et une rencontre ce soir à la chancellerie n'a donné aucun résultat. Alerte à la légionellose en Ille-et-Vilaine. Cette maladie a déjà tué 5 personnes. Près d'une vingtaine de cas ont été repérés. C'est beaucoup plus que la moyenne normale. Pour l'instant, les autorités cherchent à identifier l'origine de cette contamination. Reportage France 3 Ouest, commentaire Dominique Dumas. C'était il y a 2 ans, des photographies de Legionella pneumophila, la bactérie de la légionellose, étaient présentées au public.
Révélée il y a 20 ans, cette maladie toucherait près de 500 personnes chaque année en France. L'alerte sanitaire vient d'être déclenchée en Ille-et-Vilaine pour 18 cas depuis juillet dernier, dont 5 mortels. Il y a une forme qui est la forme plus grave, qui donc donne une pneumonie, avec donc une fièvre élevée, avec des courbatures, des maux de tête, une fatigue, puis ensuite les gens développent des signes respiratoires. C'est en général cette forme-là qui est déclarée dans le système de veille sanitaire. Une enquête sanitaire est lancée dans Rennes, notamment dans les zones humides d'eau chaude stagnante où pourrait se développer la bactérie. Selon les premiers éléments, il ne faut pas non plus céder à la psychose, car depuis 2 ans, un laboratoire breton veille. Dans les cas particuliers, comme le cas de la ville de Rennes en ce moment, où il y a des malades, on envoie nos souches au Centre national de référence de Lyon. Si la maladie peut être mortelle dans 15% des cas, elle peut être éradiquée par antibiotiques et les zones humides à risque désinfectées. Chaque fois qu'on va chauffer une eau, Legionella pneumophila va se multiplier. Donc il faut surchauffer l'eau à plus de 60 degrés, par exemple au niveau du réservoir, pour tuer Legionella pneumophila. À Rennes, l'enquête sanitaire va continuer afin de déterminer les sources d'infection. Il existe une association nationale créée à Tarbes pour soutenir les familles des victimes et les malades souffrant de séquelles. Un véritable sabotage. Le mot a été lancé par la CGT. Pour le syndicat, le porte-avions Charles de Gaulle a perdu une hélice. Malgré plusieurs mises en garde dès l'origine, des défauts auraient été détectés sur cette hélice. Une enquête a déjà été lancée et des parlementaires voudraient bien aussi y voir un peu plus clair dans ce dossier. Reportage Pierre Babet et Alain Thomas. Qui savait vraiment que ces hélices étaient défectueuses dès leur fabrication? Aujourd'hui, cette question précise fait irruption dans le débat politique. Est-ce qu'on savait, est-ce qu'on ne savait pas? Nous avons, Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, demandé à l'amiral Delaunay, chef d'état-major de la Marine, à Jean-Yves Elmer, qui est le patron de la DGR, délégation générale Parlement, de venir la semaine prochaine. Donc mercredi prochain, nous les auditionnons, nous allons poser toutes ces questions. Je ne vous répondrai pas avant de les avoir entendues. Silence radio, en revanche, du côté du ministre de la Défense. Mais son porte-parole n'exclut plus qu'on puisse désormais incriminer la trop grande complexité du projet. Est-ce qu'on n'a pas voulu trop perfectionner cette hélice? Est-ce que, dans l'occurrence, le mieux n'a pas été l'ennemi du bien? Il n'est pas exclu que ce soit une des explications. C'est à l'enquête de l'établir, l'enquête opérationnelle qui est en cours et qui permettra d'analyser les raisons de cette avarie, peuvent effectivement révéler des difficultés dans le moulage ou dans l'objectif opérationnel qui était fixé. Dans une semaine aussi, le porte-avions entrera en cale sèche. Les dégâts sur l'hélice seront alors constatés, expertisés, la pièce changée et le bâtiment immobilisé pour au moins 3 mois. Les clandestins passent toujours au travers des mailles du filet entre la France et l'Angleterre pour éviter un drame comme celui du mois de juin dernier où 58 Chinois avaient été retrouvés morts. Les autorités veulent renforcer les contrôles. Encore ce matin, des Eurostars et des navettes ont été stoppés. Des clandestins avaient été repérés. Un autre système de détection a également été mis en place. Reportage Frédéric Hainaut et Nathalie Abrère. La bâche du camion est déchirée. Des clandestins sont peut-être montés à l'insu du chauffeur. Le contrôle commence. Détecteur de gaz carbonique, si l'auto monte, c'est un indice de présence humaine. Puis le chauffeur doit ouvrir les portes. Depuis ce matin, au port de Calais, la compagnie P&O Stena contrôle tous les camions à l'embarquement et les chauffeurs l'acceptent plutôt bien. C'est mieux, ça enlève beaucoup de pression aux chauffeurs. S'ils trouvent des clandestins ici, la police les emmène et nous avons moins de pression en Angleterre. La pression, c'est l'amende. À Douvres, les services d'immigration britanniques ne plaisantent pas. 2000 livres, plus de 20 000 francs par immigré clandestin, pour le chauffeur et pour la compagnie maritime. Nous avons jusqu'ici payé 1 million de francs d'amende à l'État britannique. Les chauffeurs routiers ont les mêmes amendes, 22 000 francs par personne, et ça fait beaucoup d'argent pour certaines sociétés de fret. Avec ces inspections systématiques, P&O Stena resserre les mailles du filet. Les douanes et la chambre de commerce ne contrôlent qu'une partie des camions. Pourtant, en 5 mois, 14 000 clandestins ont été interceptés. À partir du moment où les candidats à l'immigration clandestine ont posé le pied sur le sol britannique, elles sont considérées comme réfugiées, les Britanniques ne peuvent plus les refouler. Donc pour les autorités britanniques, l'essentiel c'est de ne pas les laisser arriver.
Ce matin, les vigiles de Pienostena ont découvert 22 clandestins dans 2 camions. La police les a refoulés à la frontière. Ensuite, c'est le retour à la case départ, le centre de la Croix-Rouge à Sangatte, à quelques kilomètres, en attendant la prochaine tentative. Jusqu'au bout, Tchernobyl inquiète. La centrale nucléaire n'a plus qu'un seul réacteur en service, mais il y a eu encore des fuites. Le gouvernement ukrainien, lui, a longuement négocié ces derniers mois pour obtenir une aide internationale importante. Explication de Patrick Esther. Et une alarme de plus dans la salle de contrôle du réacteur numéro 3 de Tchernobyl. Une fuite d'eau radioactive a entraîné ce matin l'arrêt d'urgence du dernier réacteur encore en service. Il est décidément grand temps d'arrêter définitivement toute l'installation. Il y a une semaine, un dysfonctionnement du réseau électrique ukrainien avait déjà provoqué un premier arrêt d'urgence. Il est probable que cet arrêt a ébranlé les tuyauteries vétustes du système de refroidissement primaire. Sur l'une des conduites de vapeur, une soudure s'est rompue, plusieurs mètres cubes d'eau radioactive se sont écoulés dans un local heureusement hermétique. Malgré ces 2 incidents, la centrale n'est pas dangereuse, a affirmé un haut responsable du ministère de l'Environnement ukrainien. Un avis que ne partagent pas les parlementaires européens qui ont visité hier la centrale. Pour eux, le 15 décembre, Tchernobyl doit fermer ses portes une bonne fois pour toutes. Un homme d'affaires américain condamné à 20 ans de prison pour espionnage en Russie. Pour la première fois aujourd'hui, la télévision russe a d'ailleurs diffusé quelques images de cet homme. Il s'appelle Edmund Pop. Il a simplement expliqué dans cette interview réalisée en prison qu'il respectait le peuple russe. Une affaire en tout cas qui provoque une tension entre Moscou et Washington. La Maison-Blanche a parlé de profonde déception et elle demande la libération immédiate maintenant de ce ressortissant américain. 2 ans d'enquête et un butin assez incroyable. Les enquêteurs l'ont déjà estimé à plusieurs centaines de millions de francs. C'est un gang bien organisé qui pillait les châteaux et les belles demeures. Reportage France 3 Rhône-Alpes, Estelle Prin et Georges Eden. Le démantèlement de ce réseau est le fruit du travail d'une cellule spéciale de la gendarmerie baptisée Château 78. Pendant 2 ans, une vingtaine d'enquêteurs ont remonté petit à petit toute la filière jusqu'à retrouver son principal commanditaire. On a une filière très bien constituée qui revêt par sa structure les structures du banditisme. Les moyens d'ailleurs pour la démanteler ont été des moyens les plus pertinents, les plus sophistiqués et je crois que la gendarmerie et la police judiciaire en ont pris la mesure. Meubles anciens, objets d'art, antiquités, tableaux, l'ensemble de la saisie a une valeur de 5 millions de francs, mais le trafic, lui, aurait porté sur des centaines de millions de francs, selon les gendarmes. Ce coup de filet est aussi exceptionnel, car tous les acteurs du trafic sont sous les verrous. Les exécutants, ceux qui cambriolaient les demeures et les châteaux, ont été interpellés ces derniers jours dans la Loire, le Rhône et l'Ain. Auparavant, l'intermédiaire et le cerveau du réseau avaient été arrêtés en France et en Belgique. Depuis 1998, les services de gendarmerie enregistraient un nombre croissant de cambriolages d'objets d'art dans tout l'Hexagone. Les récentes arrestations freinent donc pour un temps le trafic des biens culturels qui représente en valeur le second trafic après celui de la drogue. Sport, la saison de ski commence particulièrement bien pour Régine Cavagnou. Elle a remporté aujourd'hui le Super G de Val d'Isère, première épreuve de la Coupe du Monde. Cela fait près de 30 ans qu'une Française n'avait pas gagné dans cette épreuve. Une autre Française, Carole Montillet, a terminé à la 3e place. Dernier hommage au grand champion Emil Zatopek, une ambiance d'obsèque nationale à Prague aujourd'hui. Le quadruple champion olympique tchèque est mort à l'âge de 78 ans. Parmi les personnalités qui ont suivi donc la cérémonie aujourd'hui à Prague, le président du comité international olympique, Juan Antonio Samaranch. Football, déception pour le PSG en 2e phase de la Ligue des Champions. Les Parisiens jouaient un match très important ce soir en Turquie. Une équipe qui cherche à retrouver ses marques avec son nouvel entraîneur, Luis Fernandez. Malgré tous ses efforts, le PSG a dû malheureusement s'incliner. Un match que nous résume Christian Réunif. Istanbul, c'est un théâtre pour Luis Fernandez. Une vraie chanson de gestes en 3 actes pour le nouveau metteur en scène du Paris Saint-Germain. Ce soir, il a donné du doigt et de la voix. Car sur le terrain, les siens ont souffert, dominés, toujours dominés par les coéquipiers d'Hassan Saz. 45 minutes. 45 minutes à souffrir, 45 minutes à résister. Fin de l'acte 1.
jusqu'à la 6e minute de la seconde mi-temps et cette faute d'El Karkouri dans la surface de réparation. Coup de théâtre, coup de pied, coup de blouse pour les Parisiens. Le pénalty est transformé par Oumit. 1-0 pour les Turcs, c'est l'acte 2. L'acte 3 en forme d'acte manqué signe la tentative de révolte des joueurs de Luis Fernandez avec ce but de Leroy refusé pour une charge pas évidente sur Tafarel, le gardien de Galatasaray, avec cette frappe du même Leroy quelques instants plus tard qui frôle les buts turcs. Anelka, pour la Saint-Nicolas, aura beau fouler le gazon, le score n'évoluera pas. C'est l'épilogue. Fernandez a perdu son pari, le PSG aussi. C'est la fin de la représentation. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous demain avec la rédaction le 12-14. Très bonne fin de soirée. Merci. Mercredi, que Woody soit avec vous. Son cycle commence avec Anna et ses sœurs tout de suite sur France 3. Pour une femme, pour un homme, chez Woody 1881. Nouvelle Seat Leon. Please, nothing about nonsense. That's the way out. Et la Seat Leon existe aussi en version 1,4 litre 16 soupapes Stella à partir de 84 400 francs. Bijou, joujou, bijou, bijou guilde des orfèvres. France Bleu présente les chefs-d'œuvre de la musique sacrée. Dans la collection Musiques au cœur, après les plus grands thèmes symphoniques, retrouvez les splendeurs de la musique sacrée. 30 titres par les plus grands interprètes. Musiques au cœur, les chefs-d'œuvre de la musique sacrée. Un double CD d'exception. Depuis qu'il y a Volvico Fontaine, c'est simple, je ne le plus. Ça pourrait être pratique, elle est pratique. On est dérangé toutes les 5 minutes. Et un verre de Volvico par-ci, et un verre de Volvico par-là. Franchement, j'ai des cernes, non? Volvic Fontaine, c'est quand même bien pratique d'avoir de l'eau de Volvic au robinet. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. La réalité, votre réalité. Mais vous êtes fou. Alors ça, attendez. Vous avez entendu ça? Ce qui est dit est plus vrai que ce qui est vrai. C'est pas vrai, vous avez des nouvelles lunettes. Non, si. Non. Je suis vigilant. Non mais c'est vrai. Ah, mais c'est sympa. Vous savez, pour nulle part ailleurs, je suis candidat. Encore pour 25 000. Je fais exactement ce que t'attends, alors bon. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, Marc-Olivier Fogiel, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vendredi à 23h30 sur France 3. Cinéma du mercredi sur France 3, avec les hôtels Climat de France, tous pareils, tous différents. Nous entamons ce soir dans Ciné Mercredi et pour 4 semaines un cycle consacré à Woody Allen et bien entendu en version originale. 4 films parmi les plus personnels avec ce soir Anna et ses sœurs qui sera suivi d'Alice, puis de September et enfin de Radio Days.
Alors Anna et ses sœurs, c'est l'un de mes films favoris de Woody Allen et l'un sans doute des plus alléniens, si l'on peut dire, du réalisateur de Manhattan. Il nous entraîne bien entendu sur son territoire de prédilection, le New York, rive gauche, celui de la bohème et des intellectuels, avec son cortège de grandes et de petites névroses, à commencer par celle de Woody en personne, toujours impayable dans son rôle bien sûr d'hypocondriaque. Anna et ses sœurs, c'est l'histoire d'une famille racontée dans le laps de temps qui sépare 3 dîners de la fête de Thanksgiving, situation incongrue, dialogue époustouflant, et puis surtout des comédiens à la fête. Ce 14e film de Woody Allen est incontestablement, de mon point de vue en tout cas, un chef-d'œuvre. À l'image, sans doute, du premier plan qui nous présente la famille dans un mouvement de caméra ininterrompu, comme si tous ces gens ne pouvaient évoluer que dans le même univers, ce qui est très exactement le cas. Et puis en bonus, pendant ces 4 semaines, je demanderai à des inconditionnels de Woody Allen de venir nous parler de lui et de son cinéma. Et ce soir, c'est Frédéric Bonneau des Inrecuptibles qui va s'y coller. On le retrouvera juste après le film.